On a souvent cette impression, non, que les médias essayent de nous dire quoi penser, surtout en période d'élection. C'est une question qui n'est pas nouvelle, mais une étude faite il y a plus de 80 ans a peut-être trouvé la réponse. Et attention, elle pourrait bien nous surprendre. Alors, la grande question, est-ce qu'on est vraiment aux commandes de nos décisions ou est-ce qu'on est juste des éponges qui absorbent tout ce que les médias nous envoient? Pendant longtemps, avec la montée de la radio, des journaux, il y avait une théorie qui semblait évidente. On appelait ça le modèle de la seringue hypodermique. L'idée, c'était que les médias pouvaient injecter une idée directement dans le cerveau des gens, un peu comme un vaccin. C'était simple, peut-être même un peu trop simple. Et c'est justement ça que des chercheurs ont voulu vérifier. Parce que pour vraiment comprendre comment les gens décident, on ne peut pas rester dans un labo. Non. Alors, en 1940, en pleine élection présidentielle américaine, une équipe a décidé d'aller sur le terrain, dans une petite ville de l'Ohio, pour voir comment ça se passait en direct. Et ce qu'ils ont fait, c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. Au lieu d'un simple sondage, ils ont suivi 600 personnes pendant 6 mois, de mai jusqu'à novembre. L'idée, ce n'était pas d'avoir une simple photo à un instant T, mais de voir le film en entier, de comprendre comment une décision politique se construit dans le temps. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas seulement corrigé l'ancienne théorie. Non, ça l'a complètement pulvérisée. Ça a redéfini notre vision de l'influence politique pour toutes les décennies qui ont suivi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert de si incroyable? Accrochez-vous bien, parce que voici les vrais mécanismes de nos choix politiques. D'abord, leur découverte la plus célèbre, le flux de communication à 2 étapes. En gros, les médias n'ont pas un impact direct sur tout le monde. Les idées voyagent d'abord des journaux et de la radio vers des personnes bien informées, respectées dans leur communauté, les fameux leaders d'opinion. Et ensuite, ce sont ces leaders d'opinion qui discutent de ces idées, les filtrent, les interprètent et les transmettent à leurs amis, leurs familles, leurs collègues. Autrement dit, on a bien plus de chances d'être convaincu par un collègue en qui on a confiance à la machine à café que par un édito dans un grand journal. L'influence, c'est personnel, c'est social, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne l'imaginait. Et ce n'est pas tout, on n'arrive pas face à l'info comme une page blanche. On a tous des filtres. Il suffit de penser au fil d'actualité sur les réseaux sociaux. On a tendance à suivre des gens qui pensent comme nous, n'est-ce pas? Ça, c'est l'exposition sélective. Et quand on entend un argument qui va dans notre sens, eh bien on s'en souvient beaucoup mieux. C'est la rétention sélective. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que pour prédire le vote de quelqu'un, ça ne servait presque à rien de savoir ce qu'il lisait ou écoutait. Il valait bien mieux regarder qui il était. Ils ont même créé un outil pour le prouver. C'est presque déconcertant de simplicité. Il suffisait de connaître 3 choses sur une personne. Son statut social, sa religion, et si elle vivait à la campagne ou en ville. Avec juste ça, on pouvait deviner pour qui elle allait voter avec une précision incroyable. Le groupe social auquel on appartient compte bien plus que n'importe quel discours de campagne. Donc, si les campagnes médiatiques ne changent pas vraiment les esprits, à quoi servent-elles? Eh bien, la réponse de l'étude est l'une de ses conclusions les plus étonnantes. Alors regardons ces chiffres. Une campagne électorale a 3 effets principaux. Le premier, et de très très loin, c'est le renforcement. Ça veut dire qu'elle a surtout conforté les gens dans leur choix initial. Ensuite, on a l'activation. Ça, c'est pour motiver les sympathisants à se déplacer pour aller voter. Et tout en bas, vraiment minuscule, on trouve la conversion, c'est-à-dire le fait de vraiment faire changer quelqu'un d'avis. Seulement 8%. Répétons-le bien, l'objectif numéro 1 d'une campagne, ce n'est pas de persuader le camp d'en face, mais de souder et de mobiliser sa propre base. Faire changer les esprits, c'est l'exception, pas la règle. Et ces découvertes, même si elles datent un peu, ont laissé un héritage profond qui résonne encore très fort aujourd'hui. L'étude de People's Choice a donc provoqué une vraie révolution. On est passé de l'idée d'un public passif, qui se fait bombarder par les médias, à un public actif, qui sélectionne ses informations et qui est avant tout influencé par son entourage social. Son héritage, on le voit partout aujourd'hui. Quand une campagne politique se focalise sur la mobilisation de sa base, elle applique directement les leçons de 1940. L'étude a prouvé que les conversations entre proches sont plus puissantes que les gros titres. Et d'un point de vue technique, elle a inventé une méthode de sondage qui est encore utilisée de nos jours. Tout ça nous amène à une question essentielle pour notre époque. En 1940, les leaders d'opinion, c'était le médecin du village, le responsable syndical. Mais aujourd'hui, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les influenceurs sur les réseaux sociaux, les podcasteurs qu'on écoute attentivement? Ou bien, est-ce que ce sont les algorithmes qui nous suggèrent quoi regarder? La technologie a changé, mais la question fondamentale de l'influence sociale, elle, reste plus pertinente que jamais.